au moment où j'ai fait notamment ma thèse sur les femmes et la carrière universitaire, je me suis rendu compte qu'il y avait un sexisme systémique en fait, qui faisait que il y avait des femmes qui avaient été à qui on avait refusé des postes parce qu'elles étaient enceintes, parce qu'elles voulaient des enfants, à qui on avait dit bon ok je te donne un poste mais t'as pas intérêt à tomber enceinte. Le sexisme dans les études médicales et dans le milieu médical, il existe autant envers les patientes qu'envers les étudiantes puis les médecins. Euh, et je pense qu'il y a une énorme part d'inconscient là-dedans. Enfin, ce qu'on appelle l'humour carabin, c'est vraiment partout en médecine et ça justifie énormément d'attitudes sexistes. Sous couvert de la blague, on fait passer absolument tout. C'est un cercle vicieux parce que ça légitime ces personnes qui font ce genre d'humour. Et du coup, les personnes qui dénoncent ce genre de comportement, elles sont plus stigmatisées comme faibles. Il y a plein de témoignages qui sortent après, enfin récemment, avec notamment le bouquin qui est sorti qui s'appelle Silence sous la blouse, où elle parle beaucoup voilà, de harcèlement sexuel à l'hôpital, de harcèlement moral. Et donc tous ces témoignages qui sont sortis, ça m'a vraiment chamboulée, on va dire, bouleversée, parce que je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, j'ai vraiment assisté à ça. Entre la libération de la parole sur les violences médicales et obstétricales qui a commencé à peu près en 2014, l'affaire Weinstein enfin, voilà, qui a fait parler aussi beaucoup des violences sexuelles, on a commencé à en parler dans le milieu médical et là particulièrement ces derniers mois. Enfin, il y a eu ce truc de dire c'est dangereux quand même de mettre des noms comme ça sur la place publique, exposés voilà, à la vindicte populaire, alors qu'on n'est pas sûr. Il y a eu beaucoup ce discours-là à l'époque, et je pense que dans le milieu médical, c'est un vrai truc qui est assez fort parce qu'il y a vraiment ce rapport hiérarchique aussi. Et que dénoncer un agresseur, c'est souvent un supérieur hiérarchique ou équivalent, parce que par exemple, entre les infirmières et les médecins, il n'y a pas de hiérarchie. En théorie, en pratique, c'est faux de dire ça. Enfin, vraiment, voilà, les hôpitaux, enfin, les infirmières sont beaucoup plus interchangeables que le chirurgien je sais pas, de l'oreille qui fait un truc particulier et qui va agresser de 50 femmes. Mais lui, on a besoin de lui, donc on va le garder. Au moment de la dénonciation des violences gynécologiques et obstétricales, il y a des femmes qui se sont plaintes d'avoir été trop resserrées après une épisiotomie ou une déchirure, et que en fait la volonté derrière ça, c'était de faire donc l'obstétricien après une suture donc du vagin, après voilà, une déchirure ou une épisiotomie, suturer de manière plus serrée pour que la femme retrouve une sorte de vagin de jeune fille et que les rapports sexuels soient plus agréables pour le conjoint, parce que, et pour que ça soit plus serré autour de lui, parce que clairement, quand on resserre un vagin, ça peut faire des douleurs à la femme, des douleurs qui sont terribles, et donc c'est plus de l'ordre de la mutilation génitale que de la réparation. Pendant mes études, j'ai absolument jamais vu ça. Et c'est un copain qui me disait mais non mais c'est pas possible, franchement c'est de la légende urbaine. Mais le fait qu'il y ait plein de gens qui soient gynécologues obstétriciens maintenant et qui n'y croient pas, tellement ça leur paraît énorme, je trouve ça quand même positif. Je me dis que vraiment, c'est que ça paraît être des pratiques d'un autre âge. C'est qu'il y a plein de femmes, alors gynécologues ou pas, mais médecins de manière générale, qui se définissent pas comme féministes, mais qui ont plein d'attitudes féministes en fait, mais qui refusent complètement l'étiquette.